Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News pour votre émission spéciale Coupe du Monde. Allez, on entame la deuxième partie de cette compétition avec le début des quarts de finale. C'est ce soir avec un duel 100% européen, la France qui affronte l'Allemagne. Et puis tout de suite après, la Colombie affronte le Brésil. Un très beau programme donc ce soir. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec vous, Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Et vous, Sinégo, vous, bienvenue. Bonjour. Et puis j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Villas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif, vous commentez aussi sur MCS. Merci de me faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Allez, on commence tout de suite avec l'équipe de France. Messieurs, des hostilités qui commencent donc ce soir pour nous et 13h, heure brésilienne dans le mythique stade du Maracanã à Rio de Janeiro. Le peuple français et le peuple allemand, eh bien les deux vont retenir leur souffle car ils ont rendez-vous avec l'histoire. Le gagnant filera directement en demi-finale. On regarde le reportage de Stéphane Calvo et d'Anthony Oduro. On en parle tout de suite après. C'est la rencontre la plus attendue de ces quarts de finale. La France affronte l'Allemagne après un match compliqué contre le Nigeria en 8e. Un choc pour les hommes de Didier Deschamps qui auront fort à faire pour battre des Allemands, favoris du tournoi depuis la déroute espagnole. On va pas y aller en touriste vendredi, mais on a un adversaire de haut niveau. Mais on va jouer le coup à fond. C'est pas pour ça qu'on est plus relâché, parce que si on est relâché, ça risque de nous faire drôle. Côté bleu, Paul Pogba pourrait faire la différence. Sa passivité est critiquée depuis le début du mondial, mais son but contre le Nigeria, le plus important de sa carrière, l'a rendu plus serein. La Mannschaft a dû passer par la case prolongation pour se défaire des Algériens en 8e, une déconvenue qui a piqué au vif les hommes de Joachim Löw, critiqués par la presse nationale. Si on joue comme on a joué contre l'Algérie, on va se prendre une bonne claque contre la France. Mais je pense qu'on joue toujours mieux contre les équipes européennes que contre les équipes sud-américaines ou africaines. Ça va être un match tendu avec beaucoup de buts. Ce match, ce sera aussi une opposition de style entre Thomas Müller et Karim Benzema. Les deux avant-centres, auteurs respectivement de 4 et 3 buts chacun, seront les principaux atouts de leur sélection. France-Allemagne, c'est un match qui a un air de déjà-vu. La demi-finale folle de 1982 et l'agression de Battiston par Schumacher est encore présente dans les mémoires. Les premiers souvenirs de l'équipe de France à travers cette Coupe du Monde 82. Donc, même si c'était il y a longtemps, mais oui, c'est dénouement cruel, forcément, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Pas question de revanche donc, les Bleus n'ont pas besoin de cela pour avoir la motivation nécessaire. Une demi-finale de Coupe du Monde est en jeu et les tricolores veulent en être. Alors on va pas revenir sur le drame de Séville en 1982, on se rappelle de l'attentat de Schumacher sur Battiston, mais quand même Emmanuel Petit, ce match il a une symbolique bien particulière. Oui, maintenant je ne sais pas, je suis pas persuadé que les joueurs actuels de l'équipe de France aient vraiment conscience de l'histoire de l'équipe de France, parce que ça remonte quand même à une trentaine d'années. Donc, le passé, c'est le passé. La plupart n'étaient pas nés, donc est-ce que ça leur parle? Je ne suis pas vraiment certain, non. Alors Nicolas, il y a une équipe allemande en face avec des individualités qui sont exceptionnelles, une équipe puissante sur le papier, son favori? Oui, alors Didier Deschamps, lui, a tendance à dire qu'ils sont favoris, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Alors c'est de la com, mais je pense que sur le fond, il a certainement raison aussi. Alors c'est vrai qu'en équipe de France, il y a pas mal de joueurs qui ont une expérience internationale en club. On pense à Pogba, Varane, Benzema, Evra. Mais du côté allemand aussi, c'est une équipe qui est jeune également, mais qui est très habituée aussi à disputer non seulement des matchs internationaux, mais aussi des phases finales. Müller, il a 23 ans, il en est à sa deuxième Coupe du Monde déjà. Oui. C'est des choses qui peuvent jouer également. Ouais, l'Allemagne est favorite sur le papier. Oui, c'est vrai que les Français, Sinégo, vous, sont quand même beaucoup plus jeunes. Il y a quelques mois, on connaissait à peine les joueurs. Vous pensez qu'ils ne vont pas douter finalement, ils ne vont pas être submergés par l'enjeu? Non, je pense qu'aujourd'hui, non. Ils ont atteint l'objectif qu'on leur avait fixé avant la compétition. Donc on le voit aujourd'hui dans les discours, ils ont l'air soulagés et ils vont jouer sans calculer, en essayant de se qualifier, en nous faisant rêver. Alors Nicolas, vous venez de nous le dire et vous avez raison, il y a une conférence de presse où Didier Deschamps déclarait que les Allemands, sur le papier, étaient plus forts. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Nous, on a fait jusqu'à maintenant une très belle Coupe du Monde. L'adversité va s'élever en face de nous parce que voilà, l'Allemagne a l'habitude de ces compétitions, d'être pratiquement au bout sur les 2 dernières grandes compétitions. Donc il y a une expérience qui est plus importante de leur côté, mais on va jouer notre coup à fond quand même. Oui, Emmanuel Petit, je suppose que vous êtes d'accord, l'expérience est très importante à ce stade de la compétition. Oui, mais c'est une façon aussi de dédramatiser un petit peu l'événement pour ses propres joueurs. Il sait pertinemment que les raisons qu'on a invoquées
que ça va jouer aussi dans la balance, mais je pense qu'il sait très bien que la dynamique à l'heure actuelle de son équipe, de ses joueurs, est excellente. Donc pour lui, c'est que du bonus. Donc personne n'est capable de dire quelles sont les limites de cette équipe de France. Donc chaque jour qui passe est un jour vraiment qui bonifie cette équipe en fait. Nicolas Villas, alors demi-finaliste en 2012, demi-finaliste du Mondial 2010, finaliste de l'Euro en 2008, on connaît déjà tout ça par cœur, et puis finaliste de leur Coupe du Monde en 2006, ils sont arrivés à une maturité intéressante là, les Allemands. Ouais, et finaliste, oui. Pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Manu, le fait que Séville 82, Deschamps finalement dédramatise ça et dise que quand t'es pas né, ça a été sa déclaration, donc il n'en parle pas à ses joueurs. Je trouve ça un peu dommage, moi, c'est-à-dire de mettre comme ça l'histoire de côté. Je dis pas qu'il faut venir avec un sentiment de vengeance, mais c'est le genre de détail qui peut faire basculer la chose du bon côté. Les joueurs étaient pas nés, effectivement, mais la culture foot, elle part de là. Et de se dire, à savoir qui est Schumacher, qui était Battiston, c'est des choses qui peuvent aider également et qui peuvent peut-être, pourquoi pas, apporter le petit plus qui fera la différence sur ce match. C'est pas très bon quand même ça pour les Français d'avoir une équipe si forte, hein, Sidney Govou. Si forte en face? Ouais, en face. Non, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est une équipe certes qui est jeune, mais ils jouent tous dans des grands clubs, ils savent que c'est un grand rendez-vous, peut-être pas au niveau d'une Coupe du Monde ou d'un championnat européen, mais non, moi je les vois même mieux jouer contre une équipe forte. Je pense qu'ils vont. Vous êtes d'accord, Emmanuel? Surtout à ce stade, les objectifs étaient fixés soit en 8e voire quart de finale, c'est déjà le contrat rempli, donc quand on arrive sur la pointe des pieds avec tout ce qu'on a vécu par le passé, pour moi, la pression est véritablement du côté des Allemands. Si je suis joueur de l'équipe de France ce soir, pour moi, j'arrive désinhibé, complètement décomplexé face à cette immense nation du football. C'est déjà gagné, quoi. Alors, France-Allemagne, c'est un classique en Coupe du Monde, même finalement si ces deux équipes ne se sont rencontrées que 4 fois. On va regarder un coup d'œil dans le rétroviseur. On connaît ça par cœur. En 1986, les Bleus ont été éliminés 2-0 en demi-finale. C'était au Mexique. Même chose en 1982, mais avec une manière beaucoup plus polémique. C'était la bande à Platini qui était éliminée au tir au but après le drame de Séville. Et puis enfin, il faut remonter à 1958 pour voir une victoire française sur la Nationalmannschaft, les tricolores, qui atomisent l'Allemagne 6-3 avec notamment un quadruplé de Juste Fontaine. C'est ce qu'on leur souhaite ce soir, Emmanuel Petit, un score comme ça, fleuve 6-3. Vous croyez que c'est possible? Ça va être compliqué quand même. Moi, je vois plus un match nul dans ce match-là, mais avec évidemment une qualification de la France à l'arrivée. Bon, allez, on va regarder tout de suite. Donc, cette 4e confrontation, la composition de l'équipe. Retour dans l'axe de la défense de Sakho pour redonner du physique à cette charnière centrale. Et puis Griezmann qui devrait reprendre le côté gauche de l'attaque aux dépens de Nicolas Giroud. Nicolas, on a vu un Benzema nonchalant contre le Nigeria, mal replacé en défense. Il a montré qu'il n'aimait pas ce côté gauche. Vous pensez que finalement, sa stratégie a payé? Je ne sais pas si c'est une stratégie de sa part. On va quand même pas soupçonner Benzema de mal jouer pour jouer là où il a envie. Mais il se trouve que Benzema est aujourd'hui le leader technique de cette équipe. Et le mettre dans les meilleures dispositions et au poste là où il est le meilleur, finalement, ça peut paraître quand même assez logique, quoi. Oui. Et voir un Griezmann face à l'Allemagne qui devrait jouer avec 4 défenseurs centraux et donc des défenseurs centraux dans les couloirs, ça peut être intéressant d'avoir un joueur rapide comme ça. Alors, Emmanuel, excusez-moi, mais tu disais que Benzema était leader technique. Oui, je pense, dans l'imaginaire des gens à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y en a un aujourd'hui qui est en train de contester ça de plus en plus, c'est Valbuena. Ouais. Il est très fort. On va dire que c'est les deux, alors. Okay. En l'occurrence, ils ne sont pas en concurrence. Oui. En tous les cas, Deschamps qui a cédé finalement aux exigences de Benzema. Ce n'est pas son habitude pourtant. Emmanuel Petit, c'est un homme de poigne normalement, Didier Deschamps. Oui, mais encore une fois, on ne va pas être d'accord, Sidney et moi. Mais c'est vrai que quand Karim joue sur le côté gauche, il perd ses automatismes, il a l'impression qu'il se cherche, qu'il bafouille un peu son jeu des fois, et j'ai l'impression aussi qu'il n'est pas aussi dans l'état d'esprit que lorsqu'il joue en pointe de l'attaque. Maintenant, pour moi, Benzema doit jouer titulaire, indiscutable, il n'y a aucun doute là-dessus. Sidney Govou ? Non, moi je suis partisan de Karim dans l'axe parce que je trouve qu'avec Griezmann et Valbuena, ça crée beaucoup plus de mouvements, ça déstabilise mieux une défense. À gauche, il joue pas son football. Maintenant, je suis pas pro Giroud, pro Griezmann. Je suis surtout pour que Karim joue à son poste parce qu'il peut apporter énormément à cette équipe. Et si ça passe par le fait de faire jouer Griezmann, ça passera par là. Allez, on va regarder tout de suite la composition de l'équipe allemande avec Joachim Löw qui devrait aligner un grand classique. À noter le retour de Mats Hummels en défense. Et puis toujours l'absence de latéraux de métier. Encore 2 incertitudes vis-à-vis de la Nationalmannschaft. La titularisation au nom de Khedira et de Schürrle. Alors Sidney, Valbuena et Griezmann qui vont se régaler face aux latéraux allemands. Se régaler, on espère. C'est vrai que c'est une défense assez lourde. Maintenant, est-ce que ça sera ce schéma-là ou là, mais en latéral droit? Il y a un point d'interrogation sur cette équipe allemande, mais c'est vrai que s'ils jouent de la façon dont ils ont joué avec 4 défenseurs centraux alignés, je pense qu'il y aura
de belles choses à faire pour les attaquants français. Alors Nicolas, on a vu Lam récupérer sa place de latéral contre l'Algérie après l'entrée en jeu de Khedira. C'est un des meilleurs à son poste. Et pourtant, Guardiola ou bien Joachim Löw s'entendent à le mettre toujours au milieu. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont tendance à beaucoup parler de la guardiolisation de Löw, le sélectionneur allemand, et ça fait, du Bayern forcément, mais ça a tendance à faire beaucoup parler. Alors Lam finalement joue en club à ce poste-là, au poste de milieu de terrain. Alors pourquoi pas l'aligner là ? C'est vrai que face à l'Algérie, ça ne lui a pas vraiment donné raison. Ils ont eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Maintenant, face à l'Algérie, surtout ce qu'on a vu, c'était une équipe d'Algérie qui tactiquement était très bien en place, qui arrivait à contrer justement cette équipe allemande et à l'empêcher de jouer. La clé du match, elle est peut-être là aussi. C'est au-delà même du positionnement des joueurs. On sait que en plus les schémas ont tendance à bouger. C'est que la France, il faut que tactiquement, elle soit très rigoureuse. Allez, l'autre match de la soirée, c'est un merveilleux match. Brésil-Colombie, on en parle tout de suite. Le deuxième quart de finale oppose la Seleção et la Colombie. L'enjeu est crucial pour le Brésil qui va devoir se transcender pour atteindre le dernier carré de sa Coupe du Monde. Mais attention, en face, les Colombiens ont montré de très belles choses depuis le début de ce mondial. On regarde le sujet de Samuel Calvo, on en parle après. Brésil-Colombie, c'est le quart de finale 100% sud-américain. Comme en 2010, la Seleção s'est débarrassée du Chili en 8e de finale. Une victoire obtenue au tir au but. Le Brésil affronte les Cafeteros, faciles vainqueurs de l'Uruguay. Les joueurs de Felipe Scolari ont eu beaucoup de mal à entrer dans la compétition. Un jeu trop stéréotypé, des lacunes en défense et une attaque qui manque de samba. Mais les Oriverdes peuvent compter sur tout un pays pour gagner. Nous représentons une nation de 200 millions de personnes qui, à travers le football, peuvent avoir du bonheur, qui peuvent avoir un meilleur quotidien et vivre mieux. En face, la Colombie a montré de très belles choses. Un jeu plaisant, technique et très porté vers l'avant qui leur a permis d'atteindre pour la première fois de leur histoire une qualification pour les quarts de finale. Mais Brésil-Colombie, c'est surtout l'opposition entre deux prodiges du football mondial. D'un côté, James Rodriguez, 22 ans, désigné meilleur joueur du premier tour, il est également avec 5 réalisations meilleur buteur de la compétition. L'attaquant monégasque a fait sensation depuis le début de ce mondial. Dans cette Coupe du Monde, il a montré à tout le monde que l'argent qu'ont dépensé l'AS Monaco pour lui, à Porto, valait largement le coup. Si la Colombie a James, le Brésil a Neymar. L'attaquant du Barça est soutenu par tout un peuple. Il est le meneur technique de la sélection brésilienne et il totalise déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde. Neymar est un très grand joueur avec des qualités techniques hors normes et on devra sans aucun doute le surveiller. Son importance est cruciale et ses supporters l'ont bien compris, quitte à entrer dans la démesure. Il est tout pour moi. D'abord il y a Dieu, puis ma famille et il y a lui. Neymar, James, c'est un match dans le match, 2 talents bruts, mais un seul pourra accéder aux demi-finales. Alors Emmanuel Petit, on sent quand même cette équipe brésilienne un peu fébrile, on a dû faire appel à un psychologue. Est-ce que vous pensez que ce soir elle va pouvoir montrer un tout autre visage ? Je leur souhaite en tout cas, parce que c'est vrai qu'ils ont eu un mondial vraiment poussif, extrêmement tendu nerveusement, beaucoup de fébrilité. Maintenant, sur un match, est-ce qu'ils sont possibles d'inverser la tendance ? Possible, mais en face c'est la Colombie. Et ils ont montré de très très belles choses, donc il va falloir quand même qu'ils soient vraiment conquérants et solidaires. Alors Sydney, les Brésiliens c'est le match de leur vie, on va dire, mais les Cafeteros vont tout donner ce soir. Je pense que la Colombie est vraiment une très très belle équipe qui a elle est vraiment bien construite défensivement, mieux offensivement. Et offensivement, elle a 3 joueurs exceptionnels, dont James Rodriguez qui pour l'instant est pour moi le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Alors le Brésil qui joue chez lui, mais est-ce que s'ils perdent ce soir, Nicolas Villas, ça sera une traversée du désert ? Ce serait surtout une catastrophe nationale, parce qu'au-delà de l'aspect purement sportif, il y a tout ce qui se passe à côté. Et c'est vrai que les à côté, on les a... Ça fait 12 ans quand même qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, c'était en 2002. Là, le fait qu'ils soient chez eux, qu'il y ait tout ce qui se passait hors football, à savoir les manifestations, les grèves, alors déjà que je pense que d'ici quelques mois, ils vont se réveiller avec la gueule de bois, avec tout ce que ça leur a coûté. Si en plus ils perdent là... D'autant qu'ils vont organiser les JO aussi en plus, dans 2 ans. Il y a les élections présidentielles entre-temps. Quand ils vont faire les comptes, s'ils ne gagnent pas cette Coupe du Monde, les comptes, ils vont les vouloir maintenant et ils vont vouloir justement trouver des coupables. Ouais. Emmanuel Petit, vous pensez que justement le football pourrait les amener vers quelque chose de positif au niveau économique ? C'est à ce stade-là l'importance du football dans un pays comme le Brésil ? À l'heure actuelle, quand on connaît le maras, si on prend le problème franco-français, on s'aperçoit que la une des l'actualité est partagée soit entre les affaires politiques ou l'équipe de France, mais on ne parle plus des problèmes des Français. Donc c'est à l'image de ce qui s'était passé à Naïsna.
ça a occupé en permanence la une des journaux et on parlait plus des vrais problèmes. Ça permet d'édulcorer un petit peu les problèmes quotidiens. Donc, mais pour moi, c'est un écran de fumée. Au bout d'un moment, il suffit d'un petit coup de vent, une porte qui s'ouvre et on voit la réalité derrière. Oui. Allez, de l'autre côté, beaucoup d'émotions puisque les Colombiens ont commémoré les 20 ans de l'assassinat d'Andrés Escobar. Rappelez-vous, messieurs, c'était en 1994, en pleine Coupe du Monde aux États-Unis. Défenseur des Cafeteros, Escobar avait marqué un but contre son camp face aux États-Unis en provoquant la défaite. Puis évidemment, on s'en rappelle, l'élimination de son équipe. Et bien, 10 jours plus tard, il avait été retrouvé mort de 6 balles dans la tête, certainement à cause de ce but, un véritable drame national. Comme quoi, le football peut rendre fou. Voilà, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette émission spéciale football. On se retrouve évidemment demain, on espère avec la victoire de la France. Restez avec nous, car l'info continue sur i24 News.